Le cercle RH et les experts de Smart Job pour parler de l'actualité. Elle est riche. C'est l'été, mais l'actualité est toujours très riche. Une rencontre entre les syndicats au complet avec Elisabeth Borne à Matignon. C'est peut-être la reprise du dialogue. On va parler de cette loi plein emploi, mais qui est en fait la loi de préfiguration de France Travail. C'est au Sénat avec déjà des articles votés sur l'obligation des allocataires du RSA de s'inscrire automatiquement. Et ça, c'est une mesure assez intéressante. Et puis, on va parler de la précarisation du travail chez les jeunes, des chiffres qui sont alarmants, puis on terminera par les vacances, parce que c'est quand même, malgré tout, pour certains, le moment des vacances. Véronique Reilsout est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour. Ravi de vous accueillir. CEO de Backbone Consulting, on aura un éclairage de ce que disent les Français de tous ces sujets, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'actualités, faits divers qui viennent écraser tout cela. Antoine Fouché est avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour. Président de Quintet Conseil, ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, qui est intervenu récemment encore sur l'alternance. Elle s'est exprimée d'une manière assez vive. Et François Vigne est avec nous. Bonjour François, associé Sycomore Corporate, finance, membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, les EDC. La rencontre des syndicats et de Matignon. On a l'impression que l'histoire bégaye, que c'est l'éternel recommencement avec des syndicats qui entrent, des syndicats qui sortent. Comment les Français regardent-ils ce nouveau round, si on peut appeler ça comme ça ? On va dire que ce n'est pas un éternel recommencement pour eux, parce que pendant quelque temps, les syndicats avaient été un peu, on va dire, démonétisés, ou en tout cas, il y avait moins d'intérêt. Les Français... Là, ils pèsent. Et bien, depuis la réforme des retraites, oui, il y a une réalité qui est, on s'intéresse, on les écoute, donc on fait plus attention. Donc les fameuses déclarations sur les parvis des uns et des autres commencent à prendre... En tout cas, on les écoute. Qu'on soit totalement confiant sur la réalité de ce que ça va donner, c'est un autre sujet, mais on les écoute. Des syndicats relégitimés, en tout cas à l'aune du mouvement social des retraites. Ils ont quand même fixé leur ordre du jour. Pénibilité, emploi des seniors, c'est intéressant ça. Nous, on veut bien parler avec vous, Madame la Première ministre, mais on va remettre sur la table ce qui n'avait pas été traité dans le débat des retraites. C'est ça que les syndicats disent. Ça va été traité, mais ça va été censuré par le Conseil constitutionnel, et donc c'est pour ça que ça a été que les syndicats s'en emparent. Mais est-ce qu'ils s'en emparent, ou est-ce que en fait ils font malgré eux le service après-vente de la réforme des retraites? On verra bien dans les mois qui viennent la conclusion que les Français, pour parler comme ça, en tireront. Moi, je suis beaucoup plus interrogatif sur la durée de la relégitimation de l'image des syndicats, parce que je pense que pendant éphémère, vous pensez ? Je pense que c'est vraiment éphémère. Ils ont été porte-parole d'un mécontentement qui était général contre cette réforme-là. Donc c'est plus les Français qui ont utilisé les syndicats que les syndicats qui ont utilisé les Français. Et donc je pense que dès qu'on aura à nouveau des questions qui vont concerner par exemple que les syndicats, typiquement sur la modalité de représentation du personnel dans les entreprises, les Français en auront absolument rien à faire. On verra. Hein, mais un mot et François. Vous n'êtes pas d'accord, juste un mot. C'est juste qu'en fait, c'est pas tant que l'un ou l'autre se soit utilisé. Les deux sont vrais. C'est plus un sujet de la confiance dans les instances. Et que ça restera. Parce qu'en fait, il y a une défiance sur l'ensemble des instances. Mais moins peut-être sur les syndicats. Mais moins sur les syndicats. Après, ils sont les premiers à dire, les Français disent, j'ai plus confiance en eux, mais ils n'obtiennent pas grand-chose, ils ne sont pas très efficaces. Ils ont apprécié le fait qu'ils étaient plutôt unis et qu'ils n'étaient pas que dans la contradiction. Donc ça restera. Après, ça restera aussi qu'ils n'obtiennent pas grand-chose. François Vigne, je vous ai pensé que je passe du coq à l'âne, mais tout est intimement lié, puisque au moment où ces syndicats sont reçus patronaux et salariaux à Matignon pour remettre sur la table un certain nombre de sujets, le SAV, arrive un nouveau président au MEDEF. 73,6% je crois. J'ai regardé les élections précédentes des autres présidents du MEDEF, femmes, une, et hommes pour la plupart. Ils ont tous été très bien élus, beaucoup mieux élus que Patrick Martin. Est-ce que vous considérez, aux EDC, parce que vous pesez, qu'il a été mal élu ? Non, je ne dirais pas ça. Je pense qu'il y avait deux candidats de valeur, qu'il a réussi à rassembler in fine plus de suffrages, mais il y avait deux candidats de valeur qui avaient d'ailleurs travaillé ensemble. C'était votre candidat aux EDC ? Nous n'avons pas de candidat aux EDC, nous avons de bons rapports avec les deux. On a bâti depuis plusieurs années une bonne relation avec le MEDEF et avec la volonté d'ailleurs, avec les deux candidats, d'œuvrer ensemble à une économie du bien commun. Et c'est ce qu'on entend poursuivre avec Patrick Martin. On aurait fait la même chose avec évidemment la candidate qui était opposée à lui. Et donc moi je trouve qu'aujourd'hui il y a quand même un bon consensus autour de lui, une équipe qui me paraît
réunis pour œuvrer ensemble. Et je pense que c'est très utile d'avoir aujourd'hui un patronat de confiance et un patronat qui est la confiance. On voit que l'entreprise a un rôle clé à jouer dans une France extrêmement heurtée, extrêmement divisée. C'est pourquoi je suis très désireux que les syndicats gardent leur légitimité et que le MEDEF puisse œuvrer avec les EDC et avec bien d'autres mouvements ensemble à une économie du bien commun. Antoine Fouché et Véronique, quand même, il y a une étude passionnante qui est sortie il y a quelques semaines sur le regard que portaient les TPE-PME sur les organisations patronales. Le MEDEF a totalement décroché. C'est la CPME qui a repris, je dirais, Ce sont globalement les grandes entreprises, en fait. Oui, mais ils ont aussi... Il est associé aux grandes entreprises. Mais sauf qu'il a aussi dans son giron des petites. Est-ce que le MEDEF, il a encore comme ça cette espèce de splendeur du CNPF, parce que c'était le CNPF qui est devenu le MEDEF. Est-ce qu'il a encore cette aura, le MEDEF? J'ai l'impression qu'il est démonétisé. Démonétisé, c'est un peu sévère, mais il est comme tous les corps intermédiaires ou comme toutes les organisations collectives qui souffrent d'un mouvement de suspicion dans un mouvement d'individualisation de la société. On a moins confiance dans les syndicats, on a moins confiance dans le patronat, on a moins confiance dans les partis politiques, enfin toutes les organisations collectives. C'est un paradoxe, l'entreprise n'a jamais été autant au centre des préoccupations de tous les... Les petites entreprises, pas toutes les entreprises. Et elle garde la confiance des Français. Elle garde la confiance, c'est-à-dire quand vous avez la proximité, que vous pouvez juger par vous-même, et en fait que vous participez vous-même à la décision. C'est la relation du maire avec les électeurs, un peu de la même manière. Exactement. Et donc oui, il a perdu de son influence, mais ça c'est factuel. Et il y est, malheureusement pour lui, mais il y est pas pour grand-chose. Sur le dernier quinquennat, par exemple, il y a eu 5 fois moins d'accords nationaux interprofessionnels. Le MEDEF, c'est de l'influence, de la production de normes. C'est du lobbying. Et du lobbying. Mais sur la production de normes, post-2017, il n'y a plus de normes. Voilà, parce que c'est une décentralisation, la régulation se fait dans l'entreprise. Et le MEDEF l'a porté aussi. Donc, en un sens, il n'y a plus d'accords nationaux interprofessionnels à faire sur les sujets d'organisation du travail. Et d'ailleurs, il n'en a fait aucun, avec une portée normative pendant 5 ans. Sur la gestion paritaire, qui est la gestion des fonds du patronat et des syndicats, il n'y a plus l'assurance chômage, il n'y a plus la formation, il ne reste que les retraites complémentaires. Et sur le lobbying, c'est quand même en matière sociale que le MEDEF a toujours été le plus puissant. Et quand vous produisez moins de normes, inévitablement, ça a un effet sur le lobbying. Donc, mais ce n'est pas lié à la personne ou à l'organisation elle-même, c'est lié à l'évolution de la place des corps intermédiaires dans la société. Véronique Reilsoud n'est pas d'accord avec vous aujourd'hui sur un certain nombre de sujets. Vous dites c'est pas de la faute du MEDEF, et j'ai vu que vous réagissiez. Vous dites c'est un peu de sa faute quand même. Bien sûr, c'est de sa faute. Il y a le sujet du contexte, la réalité des normes qui sont plus complexes, mais le rôle de ce syndicat, il est extrêmement flou, il a une image vieillissante, le sentiment que c'est un entre-soi. Pour les chefs d'entreprise, pour beaucoup, ne voient pas finalement dans le fond en quoi ils sont en train de défendre. L'impression que si on est dans ce petit entre-soi, peut-être qu'il y a des intérêts et que c'est plus du réseautage qu'autre chose. Mais globalement... C'est plus fort qu'il y a 10 ans, ça, vous pensez? Oui, c'est plus fort parce qu'en fait, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus de corps intermédiaire et que l'on recherche un tiers de confiance ou des liens, eh bien, comme il n'y a pas cette partie-là, ensuite la communication, elle fait partie aujourd'hui de la vie d'un syndicat, et la communication, on ne peut pas dire qu'elle soit extrêmement large. On les a peu entendus, on parle de la réforme des retraites, on les a peu entendus, on les a peu vus mouiller le maillot. Donc, globalement... dans un contexte électoral. Hein, oui, mais c'était peut-être la meilleure manière d'aider le gouvernement, c'était de se taire. Mais oui, mais là, c'est le sujet d'aider le gouvernement. C'est parce qu'il était globalement pour, en fait. Oui, parce qu'il était pour, parce que c'était l'intérêt des entreprises. Mais en fait, c'était juste pour répondre à la question. Moi, je ne dis pas si c'est bien ou mal, je ne porte pas de jugement dessus. Je vous dis juste que les Français, ils ont une image du MEDEF qui est assez floue. Ça ressort, ça, vous l'avez ou... Quand ils en ont une, même. Et quand ils en ont une, en fait, pour eux, c'est un peu flou. Ils ne voient pas trop à quoi ça sert. C'est un entre-soi. Et ils se posent même la question, dans le fond, est-ce que c'est vraiment utile, alors qu'ils connaissent plus la CPME, qu'ils connaissent plus la réalité des positions sur les petites entreprises. Voilà, et si on partait au Sénat? Parce que le texte plein emploi a démarré au Sénat pour ensuite aller à l'Assemblée nationale, ce qui se fait de temps à autre. C'est vrai, ça se fait d'ailleurs de plus en plus que le Sénat démarre les débats. La loi plein emploi, François, c'est une loi en fait qui préfigure les bases, les piliers de France Travail, qui va donc déboulonner Pôle emploi pour remettre une nouvelle marque, un nouvel état d'esprit. L'article 1 a été voté, qui oblige les allocataires RSA à s'inscrire à Pôle emploi. Alors, certains membres de l'opposition sont montés au créneau sur les 15-20 heures en disant mais on va utiliser une main-d'œuvre pas chère.
Comment vous regardez cette mesure ? Elle est de bon sens quand même, d'inscrire les allocataires éloignés de l'emploi à Pôle emploi. D'abord, nous, tout ce qui favorise le plein emploi, nous sommes favorables. Donc ça, c'est la première chose. L'essai, on pense que c'est très important. Ensuite, tout ce qui favorise également le retour vers l'emploi des personnes qui en sont les plus éloignées, nous y sommes très favorables. Cela, Donc ça, c'est très bien. Après, il faut toujours se méfier. On sait que c'est pas si facile que ça d'arriver à encadrer des personnes qui sont loin de l'emploi. Donc il va falloir créer des structures. Il ne suffit pas de le décréter pour le faire. Mais donc, vous, les 15-20 heures, vous êtes chef d'entreprise, vous dites... Moi, je trouve ça super. Je vais prendre des allocataires du RSA pour les accompagner sur le chemin de la réinsertion, pour certains. Oui ou non ? Certains, nous ne pourrons pas tous les prendre, parce qu'il y en a qui sont trop éloignés de l'emploi, il faut créer des structures pour les permettre de les accueillir. Et donc, il va falloir après... L'effet d'annonce est très bien, l'objectif est très bien. Maintenant, il va falloir rentrer dans la pratique et qu'il y ait des résultats. C'est pour ça que c'est ça qui est vraiment important. Oui, je reviens à la pratique, bien, je suis concret. C'est bien de voter, c'est très bien de faire avancer les lois. Après, il faut aller dans la pratique et mettre ça vraiment en œuvre, et pour qu'après, toutes ces personnes éloignées de l'emploi puissent y revenir. D'ailleurs, la rapporteuse, la sénatrice, a évoqué, ça n'a pas été très médiatisé, de garder le nom Pôle emploi pour ne pas le transformer en France Travail. Parfois, le diable se cache dans les détails. Elle ne veut pas, elle veut garder la marque. Quand même, sur les allocataires RSA, il y a un grand sujet, ils sont payés par les départements. Une partie de ces allocataires sont éloignés de l'emploi depuis si longtemps qu'il ne s'agit même pas de les remettre en emploi, mais simplement de les faire se lever le matin et d'avoir un cadre de vie. Est-ce qu'on n'est pas là sur un projet un peu trop ambitieux ? Je ne dis pas que de bon sens, il n'est pas logique de les inscrire, mais est-ce qu'il n'y a pas, j'allais dire, un taux incompressible de personnes dont on sait aujourd'hui, sans cynisme, qui ne sont pas réinsérables ? Est-ce que je le dis de manière un peu trop dure ? Non, mais c'est sur le fond, je pense que c'est contestable. Enfin, cette hypothèse-là, qui est une hypothèse. Je la pose. Je pense qu'elle est contestable parce qu'on peut dire, avec un accompagnement individualisé, là, pour le coup, le slogan du gouvernement me semble assez juste. Personne n'est inemployable. Et je pense que les personnes qu'on peut rencontrer autour de nous, on se dit, mais là, ça va vraiment être difficile. En fait, on peut avoir. Alors, ça prend du temps, hein. Et on peut avoir des évolutions auxquelles on ne croyait pas, et finalement les personnes arrivent à... Donc vous avez cet espoir de... Oui, mais après... Tout le monde a sa chance. Ce que disait François, ce qui est à mon avis fondamental, c'est que là, ce qui est en train de se faire dans la loi, c'est 1% du travail. Tout va se jouer dans la mise en œuvre, sur le terrain. On est d'accord. À accompagner les personnes, à essayer de trouver des activités qui fonctionnent, qui intéressent. Et qui correspondent à leurs désirs. Quelqu'un qui accueille, qui a la patience d'accueillir, qui a la patience d'accompagner. On est d'accord. Et donc, en fait, voilà, il y a beaucoup de communication autour de la loi, mais c'est, encore une fois, 1% du le boulot. concret. Et l'implication. Et la formation aussi, il faut la formation. Il va falloir former. Qu'est-ce qu'en disent les Français ? Parce que ce débat du RSA, il est à la fois très concret et puis très politique. Il a été politisé, ce débat. En fait, on va dire que les Français, globalement, mais là, pour le coup, il faut rentrer dans des corpus un peu différents. Il y a les gens qui sont en RSA, les entreprises. Enfin, voilà, c'est intéressant d'étudier les différents corpus. À peu près tous sont d'accord sur une chose, c'est l'intention est bonne. C'est ce qu'on évoque. Ça va être la réalisation. C'est ça. Quand on regarde les corpus des chefs d'entreprise, et en particulier des petits chefs d'entreprise, quand ils sont interrogés et aussi quand ils s'expriment, ils sont assez dubitatifs sur la réalité de... Mais comment je vais faire ? Qu'ils en aient envie, oui, mais... Philosophiquement, tout le monde est d'accord. Voilà, mais la réalisation est complexe. Et quand... aux bénéficiaires du RSA, ils ne sont pas forcément contre en soi, mais eux, ils expliquent la difficulté au quotidien. Donc oui, personne n'est employable, mais quand vous habitez loin, quand vous êtes handicapé, quand vous êtes seul... Il faut s'en donner les moyens. C'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. Je pense qu'il faut quand même vouloir le faire, et donc c'est très bien qu'elle aille dans le sens. Maintenant, il va falloir vraiment aller dans le détail et dans le dur. C'était juste sur le soi-disant anecdotique du France Travail. Ouais, parce qu'il n'est pas anecdotique. Pas du tout mais pour non. les Français. C'est un vrai sujet. Pour eux, France Travail, ça a une symbolique de plein de choses, et donc ils ont des... oui. Il y a des vrais débats. Ça ne dit pas la même chose. Pas du tout la même chose. Même d'ailleurs, au même moment où les Français critiquaient Pôle emploi comme étant un Véronique. Et les Français critiquant dans le même temps Pôle emploi comme une vieille institution qui ne répondait pas aux besoins. Bref, donc il y a un vrai sujet sur la marque. Alors qu'elle n'était pas très vieille, hein. Le nom n'était pas très vieux. On est d'accord. Un petit mot, parce que je voudrais quand même vous demander si vous allez vous déconnecter pendant les vacances, parce qu'on avait une étude assez sympa sur les vacances, donc ça va vous faire cogiter, parce que vous allez partir, je pense, en vacances, sur la précarisation du marché du travail sur les jeunes de moins de 25 ans. On a des chiffres qui sont assez inquiétants. C'est l'effet Covid. Est-ce que les Français ou les parents interrogés s'inquiètent de la situation de leurs enfants ? Les parents s'inquiètent, oui.
La jeune génération, ils ont un rapport qui est très différent. Enfin, on l'entend tout le temps, les difficultés d'embaucher, ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils cherchent plein de choses. Enfin, voilà, ils veulent être bien payés, ils veulent du sens, ils ne veulent pas trop travailler, ils considèrent que le boulot n'est plus au centre d'eux. C'est surtout une relation au CDI qui a beaucoup changé. D'ailleurs, il y a une étude de BFM du mois de mai qui explique qu'effectivement, pour eux, ça n'est plus le cœur de leur recherche. C'est-à-dire qu'avant, on cherchait un CDI qui vous permettait d'avoir une perspective. Stabilité. Ils ne cherchent pas ça. Pas du tout leur sujet. Donc, c'est un lien avec cette idée de la précarisation. Et ça Ils ne jouent plus le jeu du CDI, quoi. Non, ils sont dans une logique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas de CDI, mais globalement, ce n'est pas leur première préoccupation. Et voilà, ils cherchent du sens. Ils sont. Voilà. Ouais. Antoine, François, un mot chacun. C'est ainsi qu'ils Alors, qui commence C'est peut-être Qui envoie la sur première comme salve d'autres choses, c'est ce qu'ils disent, mais c'est pas ce qu'ils font, parce que quand même le CDI c'est la porte d'entrée mais pour tout, pour les acheter un emprunts, bien appartement, sûr. pour les emprunts, pour s'installer. Donc non, moi j'ai une autre lecture de cette étude-là qui est que c'est une confirmation de plus que collectivement, on a choisi de faire porter notre effort national sur le confort de nos aînés et de sacrifier la jeune génération. Quand vous regardez, et je ne me mets pas dedans, donc je ne suis pas en train de faire un truc victimaire, mais quand vous regardez sur les 40 dernières années, évidemment, on a diminué en pourcentage de PIB la dépense d'éducation, on a diminué en pourcentage de PIB la dépense de formation, on a diminué en pourcentage de PIB la dépense de politique familiale, et on a multiplié par 2 la dépense de PIB sur les retraites. Mais bien sûr. Et donc, en fait, la précarisation de la caisse, jeunesse, quoi. c'est difficile à dire. C'est ça que vous dites. Encore plus difficile à Il y en a qui ont entendre. la caisse sous le bras, quoi. Non, mais c'est un choix collectif qu'on a fait, Ben oui. et pour une raison électorale évidente. 16 millions de retraités, 80% de votants, C'est ça clairement fait 13 millions de... Voilà. Il y a de structure aussi. 9 millions de jeunes, 28% de votants, 3 millions, vous avez 5 retraités qui votent pour un jeune, CQF2 si vous êtes élu, c'est pas sur les jeunes qu'il faut miser. Mais ce qui est tout à fait Bon, bah ça c'est dit. Mais après, une partie de la C'est aussi précarisation la 30 secondes. qui était aussi à la création de dispositifs, parce qu'on a créé plein de dispositifs. C'est vrai. Le fait aujourd'hui de permettre à des jeunes de grandes écoles d'aller en apprentissage fait qu'ils sont aujourd'hui dans un statut précaire alors C'est qu'ils vrai. n'auraient pas été autrefois. C'est vrai. Donc il y a quand même une part aussi qui est liée à la création de statuts multiples. C'est pour ça qu'on peut avoir intérêt à simplifier les choses et avoir plutôt un contrat qu'une multitude de contrats et de statuts différents. Vous n'aurez qu'un mot chacun, difficile de prendre de vraies vacances. C'est un papier des Échos, c'est juste pour un clin d'œil, puisque vous allez partir, c'est notre dernière émission. Vous déconnectez ou pas? Parce que vous êtes tous des chefs d'entreprise et vous dire, est-ce que vous déconnectez ou pas? C'est est-ce que pendant 15 jours, vous dites, je réponds plus à personne? Je suis sûr que non. Non, mais moi, à titre personnel, je ne peux pas, je fais de la communication de crise. Donc, C'est fait. Donc vous êtes toujours connecté, même en vacances, 24 heures à sur la 24, plage, et vous 7 jours sur vérifiez, 7. on bosse. Antoine, est-ce que vous déconnectez ou pas, vous, dans vos activités? Quand je vais en montagne, oui, de force, et c'est pour ça que j'adore aller en montagne. Mais j'ai pas l'impression, mais d'une façon générale, d'être esclave. D'être esclave. Voilà. Donc La bonne distance. Je réponds en vacances, en week-end ou le soir, quand je pense que ça vaut le coup de répondre. Sinon, je réponds. Sinon, on répond pas. François, on déconnecte ou pas? ça me stresse pas. Mais je me soigne en la matière. Et par ailleurs, j'aime beaucoup la phrase du général de Gaulle qui disait travailler sans cesse rend fou. Et j'essaye de l'appliquer et donc de prendre suffisamment de temps de vacances et de retrait pour essayer de prendre un peu de hauteur. Mais si on terminait par cette Et phrase, vous allez déconnecter? je vais à la montagne. Et par obligation, à partir de 2500 mètres, en général, il n'y a plus de téléphone. Et c'est un bonheur. En revanche, quand je descends, j'avoue, je me rue sur mon téléphone. J'ai honte. Merci. Je vous souhaite de très belles vacances. Profitez bien, déconnectez-vous un peu quand même. Et puis, on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, évidemment, notre dernière rubrique de Fenêtre. Et on accueille notre invité.